Salut à tous, c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo suite à une discussion que j'ai eue avec un ami qui est bilingue allemand, russe, hongrois, quadrilingue, donc il parle hongrois, russe, allemand, français, et il va un peu partout travailler là-bas, comme dans un petit boulot, hein. Et on parlait de la mentalité des peuples. Alors c'était assez étonnant, des peuples d'Europe, parce que je suis en Europe centrale, mais je vis aussi en partie en Allemagne, je vis en France, et puis j'ai vécu longtemps avec des Russes aussi, des femmes russes. Donc je voulais faire cette petite vidéo un peu récapitulative des vidéos précédentes que j'ai faites sur les peuples et l'âme des peuples, et je voulais un peu parler des différences qu'il y avait entre certains peuples d'Europe, puis en prenant ces différences par l'anecdote, hein, c'est bien, on apprend bien, on comprend bien le tout en abordant la partie. Hein, c'est difficile d'avoir une vision globale si on n'étudie pas la partie à chaque fois. Donc, et comme le tout est contenu dans la partie, c'est tout le temps intéressant. Donc voilà, j'avais fait des petits textes, je vais les lire. Alors je ne suis pas un grand lecteur, c'est pas ma grande qualité, mais je vais vous faire juste des petites lectures et puis j'ai un peu parlé dessus. Alors j'avais fait une petite lecture, ça me vient comme ça par réaction quand je discute avec les gens, hein, je suis un réactif. Alors j'ai parlé des Allemands, j'avais fait un petit texte sur les Allemands et le combat. Hein, alors je fais ces vidéos parce que tout le monde ne lit pas mon Facebook et c'est des fois plus facile d'écouter que de lire. Alors j'ai fait un petit texte là sur les Allemands et le combat. Alors je vais. Les Allemands ne se battent pas pour gagner, mais pour le combat et perdre pour mieux reconstruire. Voir la mythologie germanique où les dieux meurent. Le crépuscule des dieux, hein, c'est la célèbre musique célèbre opéra de Wagner, hein. C'est très très beau. Alors, le crépuscule des dieux, c'est les dieux qui meurent, hein. Alors il continue, hein. Combattre pour mourir et ressusciter encore plus fort. Les Allemands perdent toujours leur guerre, mais se relèvent toujours plus fort. Il leur faut le combat, être écrasés, pour, tels des phénix, renaître de leurs cendres. Qu'importe la victoire, pourvu que le combat soit héroïque et qu'il leur fasse oublier l'angoisse du futur. L'Allemand est tellement baigné dans cette tradition de sacrifice qu'on l'a vu il y a tout juste 70 ans envoyer ses petites têtes blondes avec des Panzerfaust affronter les chars soviétiques. Détail, mais en disant long sur la mentalité de ce peuple. Alors, vous voyez, c'est les Allemands, c'est très très particulier. Si vous regardez bien, les Allemands ne se battent pas forcément pour gagner, ça vient de leur mythologie, hein, quand vous regardez leur mythologie, les dieux, les dieux meurent, hein, dans la mythologie allemande, et l'essentiel c'est le combat, hein. C'est un peuple qui ne peut se révèle réellement que dans le combat. Donc, il lui faut de très grands projets, il lui faut tout le temps des grands combats, c'est pas un peuple de jouisseurs, même quand ils jouissent de quelque chose d'une façon très très organisée, ils ne jouissent que par leur travail et leur combat. Leur travail étant un combat, le combat de leur vie, hein. C'est-à-dire qu'ils se battent pour la perfection. C'est très très particulier, les Allemands, hein. Donc voilà, on peut même entendre ça dans les chansons de Rammstein, hein, des fois on en entend parler un peu, euh, dans la poésie allemande aussi, hein. Donc c'est un peuple très 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 particulier. Donc voilà, c'était juste pour montrer que pour l'Allemagne, l'essentiel c'était le combat et pas forcément la victoire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas cette angoisse de perdre, puisque perdre fait partie de la vie, hein, comme la victoire. C'est pas la victoire ou la défaite qui compte. C'est pour ça qu'on les voit en équipe de foot, vous voyez, qui ont un mental, ils ont ce mental jusqu'au bout parce qu'ils n'ont aucune angoisse de la défaite, hein. L'Allemand n'a pas d'angoisse de la défaite. Il a toujours perdu, lui, il gagne, il n'est pas là pour gagner, il est là pour combattre, combattre jusqu'au bout, hein. C'est un peu ce qu'on peut voir dans le film Gladiateur, hein, où dans la scène du début, on voit ces barbares germaniques avec leurs grandes haches qui sont devant les Romains qui les entourent, et évidemment ils vont mourir, mais jusqu'au bout ils vont combattre, car de toute façon, ce n'est pas la victoire ou la défaite qui compte, hein, dans la mentalité allemande, c'est le combat. Il faut vivre avec une Allemande, hein, se reproduire avec les Allemands pour comprendre ça, hein. C'est le combat et le travail qui compte, hein, et on voit ça dans le film très très bien perçu de Gladiateur, hein, où on voit bien cette mentalité, on voit cet Allemand avec cette hache qui sort et qui dit « Je vous maudis, chien », hein, c'était la phrase, hein, avec ça, je crois que c'est avec... je crois que c'est la fin du second guerrier, et puis il y a Gladiator, avec son acolyte, là, son subalterne lui dit les hommes devraient savoir quand ils ont perdu, et Gladiator se retourne et dit le saurais-tu toi-même. Alors ça, ce sont des... comment ça s'appelle,
des textes tirés sûrement de, de la culture romaine, hein, de la scripture romaine et des textes antiques romains. Hein. C'était beaucoup de citations comme ça très intéressantes. Donc voilà, sur les Allemands, pour comprendre la mentalité allemande, il faut comprendre que le combat, c'est ce qui est le plus important pour eux. Hein. D'ailleurs, quand on peut... il y avait un homme politique allemand, hein, très connu pour ce qu'il a fait pour avoir, paraît-il, déclenché la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas vraiment, c'était dans la mentalité allemande, il y avait beaucoup, comme on dit toujours, la guerre, les guerres sont déclenchées par les guerres d'avant, hein, toujours, ça vient de loin. Mais il avait fait un livre qui s'appelait Mon combat, hein, Mein Kampf, hein, avec l'accent français. Donc voilà, vous voyez que le combat, c'est dans la mentalité allemande, c'est pas la victoire qui compte, ni la défaite. C'est pour ça qu'en sport, on les voit avec un mental d'enfer. L'essentiel, c'est le combat. Voilà. Donc une autre petite phrase que j'avais fait, hein, c'était sur la confrontation, je le cherche, hein, voilà, je le mets, sur la confrontation des peuples allemands et russes hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est une confrontation qui est très intéressante à étudier d'un point de vue sociologique, hein, parce qu'on peut y voir des choses en dehors des faits historiques et des faits guerriers. On peut très bien, par ces grands événements, par la façon dont les gens se battent, hein, par la façon dont les gens mènent leurs attaques ou réagissent à des attaques, on peut très bien comprendre, essayer de comprendre l'âme des peuples et comprendre les peuples. Hein. C'est ce qui est le plus intéressant, hein, c'est de comprendre le fonctionnement des choses. Donc voilà. Donc j'ai fait un autre petit texte que je vais vous lire. Alors sur la confrontation des peuples allemands et russes. Hein. C'est toujours pour étudier les peuples d'Europe. Alors, la faiblesse des Allemands, c'est cette prétention sans borne qui les fait mépriser les autres peuples sans voir leur qualité. Ainsi que leur rigidité dans le choix d'une direction qui va de pair avec leur capacité phénoménale de calculer et d'organiser l'avenir sur de longues périodes. Malheureusement, si un imprévu vient briser leurs calculs et ruiner leurs plans, ils sombrent dans l'angoisse et la folie. Les Russes, qui sont un peuple de techniciens brutaux, expérimentateurs et capables des plus grands sacrifices, comme les Allemands, sont par rapport aux Allemands d'une plus grande adaptabilité à l'instabilité. Instabilité qu'ils entretiennent au cœur de leur peuple et qui sélectionnent cruellement le plus fort par l'élimination des faibles. Ça, c'est les Russes. Hein. Une instabilité interne. J'expliquerai. Quand l'envahisseur allemand calcule l'attaque surprise de la Russie, il le fait si bien qu'il pousse rapidement jusqu'à Moscou. Mais face à l'imprévu d'un hiver rigoureux et à la résistance héroïque du peuple russe qu'il prenait pour un peuple de cutéreux incultes, l'Allemand perd toute lucidité et sombre dans l'angoisse et la folie. Alors que de son côté, le Russe, habitué à l'instabilité des situations difficiles, se retrouve dans son élément, écrasant dans le sang et le sacrifice de son peuple l'armée allemande, poussant sa contre-offensive jusqu'à Berlin, où il restera de nombreuses années. Hein, on voit deux mentalités de deux peuples différents, et la façon dont ils se sont étripés, comment les Russes ont gagné, hein, parce que ce sont, comme on peut dire, ce sont essentiellement les Russes qui, par leur sacrifice et leur adaptabilité, hein, ont gagné la Seconde Guerre mondiale et ont battu les Allemands, parce que les Américains sont arrivés à la fin. Hein, mais bon, ils ont bombardé, mais le terrain était occupé essentiellement par les Russes. Hein. Donc ça a été, les Américains sont venus avec leur grosse armée à distance, hein, et ont bombardé. C'est la fable du petit coq que racontait Ron Ralph Shaya, mais on attend que tout le monde s'entretue et on arrive à la fin. Alors bon, c'est ce que font les Américains, c'est leur spécialité. Donc vous voyez la mentalité différence qu'on peut voir entre les Allemands et les Russes. Les Allemands, ce sont de très grands calculateurs, hein, ils ont les plus grands mathématiciens, ce sont des gens qui sont capables d'organiser des conceptions de voitures, ils travaillent dans la matière, hein. Ce sont des grands ingénieurs, ils sont capables de faire les plus belles berlines, alors ça demande une sacrée organisation des hommes. Hein. Alors eux, ils fonctionnent dans beaucoup de petites PME qui toutes sont très indépendantes, très organisées et qui sont derrière, qui obéissent, qui ne vont pas obéir, qui travaillent pour d'autres groupes, qui les sous-traitent. En général, c'est ça les Allemands, un peu ce que faisaient ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Hein. C'est-à-dire que c'était des petites PME qui fabriquaient, qui étaient sous-traitées aussi par l'État. Hein. L'État qui fait des commandes. Hein, voilà.
Donc voilà un peu comment fonctionne l'allemand, alors que les Russes, eux, sont aussi un peuple de techniciens brutaux, comme j'ai dit brutaux parce qu'ils ont un côté brutal, expérimentateurs, hein, ils expérimentent beaucoup de choses, et, euh, et par rapport aux Allemands, comment dire, ils ont plus d'instabilité parce que entre eux, ils sont terribles. Hein, ils n'ont pas cette organisation qu'ont les Allemands entre eux, hein, très très organisés. Les Russes sont un groupe de potes, un groupe de copains, hein, Russes de Russie, hein, euh, bah, ils se font des sales coups entre un groupe de mecs pour pouvoir prendre la place de l'autre, récupérer, c'est des groupes de mecs. Mais là-dessus, c'est chapeauté par l'État. L'État dirige tout. Et par contre, l'État fait en général marcher les grands systèmes d'État, style l'éducation, l'armée, tout ça. Donc c'est là où la Russie excelle. Hein. C'est dans les systèmes, les grandes organisations d'État pour la construction, l'armement russe appartient essentiellement aux Russes. Hein, il n'y a pas de privé dedans, ou très peu. Ça appartient essentiellement à l'État russe, on va dire, à des boîtes privées, mais c'est l'État russe qui est derrière. Il n'y a pas d'étrangers qui bossent dedans, donc en général, pas de secret qui sort. Le russe a le culte du secret, donc ce sont des grandes boîtes d'État, mais pour ce qui est du privé, on va dire, alors là, les Russes entre eux sont terribles, et c'est pour ça que ça ne réussit pas, mais par contre, ils se battent entre eux, ça crée une instabilité au niveau du privé, cette instabilité qui crée quand même beaucoup d'ingéniosité qui va être récupérée dans l'armée, par exemple. Donc, vous voyez des mentalités différentes avec l'Allemagne. L'Allemagne était capable de faire un grand plan d'attaque, hein, le plan, je crois que c'était Barbarossa, hein, que Hitler, avec ses généraux, avait fomenté à Berchtesgaden, en Bavière. Hein. Donc il avait fomenté ça, ils avaient tellement bien qu'ils sont presque poussés jusqu'à Moscou, mais devant l'hiver russe et devant la résistance du moujik russe qui prenait pour un con, parce que l'allemand a tendance à prendre les autres pour des cons parce qu'il se prend pour la race supérieure, hein, germanique, une qualité allemande, hein, ça reste encore bien. Il faut vivre en Allemagne pour savoir qu'il y a un sentiment de supériorité, de qualité allemande. On fait confiance qu'en Allemagne, on méprise un peu le reste du monde. Ben, le fait de mépriser le reste du monde leur coûte souvent leur coûte beaucoup quand ils mènent des actions, et c'est leur faiblesse. Hein. Leur faiblesse, c'est de mépriser un peu les autres. Hein. Donc voilà un des problèmes que peut rencontrer l'Allemagne. Un autre problème que rencontre l'Allemagne, c'est sa technicité extrême, c'est-à-dire le fait de, comme le travail est la principale des valeurs allemandes, hein, c'est le travail rend libre, comme je dis tout le temps, ce n'est pas une blague qu'on voit au-dessus de, je crois, d'Auschwitz, hein, leur camp de concentration. Hein. C'était pas pour se moquer des prisonniers, c'est parce qu'ils y croient réellement et que la principale valeur allemande, c'est le travail, hein, et pas l'individu. L'individu n'est que son travail. Hein. Ils sont très, 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 très particuliers. Mais dans le travail, on doit être performant, on doit pousser à la perfection, cette perfection qui des fois ralentit et fait qu'on va se planter parce que on est trop perfectionniste et on va sortir une berline trop perfectionnée qui ne sera pas adaptée. Alors on arrive à créer toutes les innovations parce que grâce à la recherche de la perfection permet justement de créer des innovations partout, mais elle peut dans certains cas poser des problèmes, comme c'est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale, où le fait de perfectionner à fond leur char, il faut dire aussi qu'ils étaient un peu étranglés au niveau économique. Hein. Donc nos amis allemands, au lieu d'en tirer plus et d'en faire des moins perfectionnés, ce qui leur arrivait, hein, à force de trop perfectionner les choses, ben, ils se sont fait avoir par les Russes qui, eux, en faisaient le minimum, mais produisaient relativement en grande série, mettaient un canon, un gros blindage, un bon canon, et ils sortaient avec quand même du pragmatisme russe, ça veut dire que ça fonctionnait très bien, mais il n'y avait pas le superflu, on ne mettait pas de la recherche, là, on n'a pas besoin d'en mettre, on la mettait juste au minimum. Ce que j'aime bien expliquer toujours pour le russe, c'est pour transporter du moujik, du combattant russe, qu'est-ce qu'on fait, hein, au lieu de fabriquer un camion, hein, ils en avaient bien sûr, on met des poignées sur les T-34, hein, et ces T-34, à ce moment-là, on accroche des moujiks emmitouflés dans des gros manteaux, et puis ils peuvent traverser à ce moment-là le pays sur les chars, on n'a pas besoin de camions, et ils accompagnent les chars. Vous voyez, c'est le pragmatisme russe, hein, c'est la poignée au lieu du camion. Hein.
poignée remplace le camion. On a notre truc classique, c'était, on le raconte tout le temps, c'est l'histoire des Américains qui essayent de faire un bic pour écrire dans l'espace, avec une pression et tout ça. Puis les Russes utilisaient du graphite. Alors ça a été arrêté le graphite, alors c'était une histoire russe, mais ça a été arrêté le graphite à cause des poussières de graphite qui pouvaient se rentrer un peu partout, et c'est dans les bronches, partout, c'était pas évident. C'est pour ça que ça n'a pas été, ça n'a pas marché. Mais c'est quand même la mentalité russe, on la voit dans cette petite anecdote aussi. Donc voilà, sur les Russes. Alors j'avais un autre petit passage à vous lire. Voilà, sur les peuples. Ce sont des réflexions, mais c'est toujours intéressant pour comprendre les peuples. Voilà. Alors attendez, je lis. Alors voilà, c'était sur les Français aussi. Je vais parler de l'allemand, du russe, et puis je crois que je parle du français. Alors voilà, petit texte. Alors j'ai mis: l'allemand, c'est l'ingénieur de l'Europe et l'organisateur industriel. L'allemand, c'est l'ingénieur de l'Europe et l'organisateur industriel. Le russe est très fort aussi en ingénierie. Il invente et découvre énormément, mais ne peut produire de qualité qu'en système d'État. C'est ce que j'ai expliqué avant. Quant aux Français, alors là on va parler des Français, de nous les Français, je parle pour les Français. Quant aux Français, il est excellent chercheur et théoricien. On voit de très bonnes écoles d'ingénieurs qui durent encore, mais son système de caste l'empêche de produire d'une façon compétitive par un manque de motivation de ses travailleurs trop conscients que l'absence de méritocratie ne récompensera jamais leur travail. Pour finir, vous voyez, c'est le français, l'Europe centrale a la rigueur de l'Allemagne et la débrouillardise du russe. Mais sa terre, si riche et ses étés si chauds, font que la constance de l'effort est moindre. On travaille dur et intelligemment, on invente et on innove, mais l'effort est brisé par le temps des fêtes sensuelles et des festins pantagruéliques. Alors ça, je parle pour l'Europe centrale, alors principalement la Hongrie, où je vis. Ils ont ce côté très très bon ingénieurs, de très très bons techniciens qui ne bâclent pas leur travail, on n'a pas besoin de les surveiller, ils font un très très beau boulot. Simplement, effectivement, il leur manque cette constance allemande, c'est-à-dire la constance dans le travail, toujours travailler, c'est le fait de se réaliser dans son travail. On va voir que c'est climatique en particulier, parce que les Hongrois en général, et comme les gens d'Europe centrale, je pense, ça doit être à peu près la même chose chez les Slovaques, ça ne doit pas être très loin le Slovaque, alors plus après on remonte, effectivement, ça va être un peu différent. Je ne connais pas trop les Polonais, je les ai rencontrés, j'ai vécu un peu avec, mais je n'ai pas une connaissance du Polonais. Et on va dire que le Slovaque, après le Tchèque, ressemble plus à l'Allemand. D'ailleurs, il y a ces villes en camembert qu'il y a dans l'Europe centrale avec des communautés les unes à côté des autres. Il y avait la communauté tchèque, la communauté, alors, par exemple en Hongrie, il y avait la communauté slovaque, la communauté allemande qui étaient les ingénieurs, la communauté hongroise, souvent les agriculteurs, et puis les métiers artisanaux, et puis des fois on avait la communauté roumaine, et puis on avait la communauté juive qui faisait des fois de l'import-export, tout ça. Donc voilà. Alors pour l'Europe centrale, le problème justement, c'est le fait de ce temps très beau et de ce sol si riche qui produit tant, donc on est bien nourri, bien alimenté, on travaille beaucoup, mais quand vient la belle saison, à ce moment-là, on va claquer son fric et on va faire la fête, parce que de toute façon, on sait qu'on ne manquera jamais de nourriture, donc à quoi bon travailler plus? Maintenant, dansons, chantons, mangeons, parce qu'il y a beaucoup à manger, et baisons. Et on peut baiser beaucoup, parce que pas de problème pour faire les enfants. Alors on n'en fait plus beaucoup maintenant en Hongrie, mais de toute façon, on a toujours, en Hongrie par exemple, même dans le reste de l'Europe centrale, il y a toujours eu assez à manger. C'est des pays très très riches au niveau climatique. C'est moins rigoureux, on va dire l'été, on va dire que c'est moins rigoureux que là-bas, c'est très froid l'hiver, mais très chaud l'été, et très riche au niveau du sol. Donc voilà, donc ça donne une mentalité très particulière. On travaille beaucoup, on est très ingénieux comme l'allemand, on est débrouillard comme le russe, parce que les plaines de Russie ne sont pas très loin, les plaines de l'Ukraine, alors l'Ukraine c'est encore une autre mentalité, mais on se retrouve avec une mentalité un peu différente, avec on va dire, il y a une méritocratie en Hongrie, mais il y a surtout un système qui est plutôt un système de camaraderie, qui marche comme le système russe, où ce sont des bandes de copains en général qui fonctionnent entre. Il faut avoir des bandes de copains du village, c'est des bandes de village, alors que l'Allemagne c'est vraiment une méritocratie qui marche rigoureusement, avec rigueur, à la méritocratie. On s'élève par ses qualités, ses qualités de travailleur, ses qualités de travailleur essentiellement.
a prouvé qu'on était bon. Donc voilà. Alors qu'en Hongrie, il faut être bon, mais après, on marche aussi par le copinage. Le copinage, camaraderie. Il n'y a pas de caste comme en France. Les castes ne sont pas marquées. Voilà. Alors en France, on a encore, comme j'ai expliqué, la différence. Je reviens un peu sur la France. Hein. J'ai expliqué dans cette phrase. Hein, quant au français, il est excellent chercheur et théoricien, mais son système de caste l'empêche de produire d'une façon compétitive par un manque de motivation de ses travailleurs trop conscients de l'absence de méritocratie, que l'absence de méritocratie ne récompensera jamais leur travail. Hein. Et de là vient tout le problème de la France. Et voilà, de là vient l'effondrement de la France. C'est que le manque, comment dire, le manque de méritocratie, le système de caste, fait qu'il n'y a aucun espoir d'être reconnu par la qualité de son travail, donc on va en faire le minimum, hein, alors qu'en par exemple en Europe centrale, on fait du bon travail, c'est là que l'Allemagne produit, hein. Elle fait la production, l'ingénierie en général se trouve en Allemagne, en partie bien qu'eux aussi ils produisent aussi, il y a des bons ingénieurs en Hongrie, mais en général ils vont travailler en Allemagne, alors qu'en France on a des bons ingénieurs, mais la production ne peut plus rien faire, hein, quasiment rien, parce que les gens savent très bien qu'ils ne seront jamais récompensés pour leur travail, vu que c'est un système de caste et c'est un système de fils de. Alors pour les gens qui me corrigent, c'est pas fils de pute, c'est fils de. C'est-à-dire qu'on hérite de père en fils du poste, même si le fils est mauvais, il héritera du poste de son papa. Donc du coup, vous comprenez que la France va s'effondrer face à une globale planète, hein, qui est basée sur le libre-échange, sans frontières, où ce sont quand même des méritocraties qui mènent la danse. Hein. Une méritocratie allemande qui est quand même le premier exportateur européen, je crois, avec 3 fois plus d'exportations que les Français. Donc il faut voir ça, c'est assez important. Et si la France ne meurt pas du manque de qualité de son enseignement et de ses ingénieurs qui sont excellents, mais simplement du fait qu'en France, il n'y a pas de récompense du travail exceptionnel. Hein. On ne monte pas socialement. Les postes sont donnés en général de père en fils, et après il y a beaucoup de luttes entre les castes. Hein. On voit les socialistes, comme j'avais expliqué, qui sont plutôt des castes d'enseignants, qui ont réussi à avoir le pouvoir un peu de leur côté et qui se battent pour le pouvoir avec la vieille bourgeoisie de droite qui essaie de conserver son pouvoir. Alors ce sont tout le temps des luttes de caste. Ces gens-là ne s'aiment pas les uns les autres, mais n'aiment pas les classes productrices et puis les travailleurs. Donc on s'écroule parce qu'il n'y a aucune méritocratie. Hein. Comme je dis, le système de caste, on ne monte pas, on se reproduit dans son milieu social. Hein. Je veux dire, c'est ça qui est grave. Il n'y a pas de passage de méritocratie. Donc on meurt de ça, c'est le premier système. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait venir, qu'on a fait venir les étrangers d'Afrique, hein, des travailleurs étrangers d'Afrique, et cette immigration importante en France, qui est une des causes des problèmes français, hein. Enfin, c'est des problèmes d'intégration. On n'arrête pas de voir des livres, on parle des musulmans, on parle de tout ça, mais à la base, ce problème est consécutif au problème de caste. Hein, faut le savoir, même si maintenant on a ce problème multiculturel avec pas forcément une bonne intégration de toutes les communautés. D'ailleurs, certains groupes extérieurs, je pense que certaines puissances extérieures ont tendance à jeter de l'huile sur le feu, hein, pour ralentir la France, qui avantage sûrement l'Allemagne un peu, et puis l'Allemagne, mais c'est pas elle qui doit faire ça, mais bon, il doit y avoir quand même derrière, on n'a peut-être pas intérêt d'avoir une France puissante. De toute façon, la France est devenue un pays de lèche-cul, où des politiques font une politique pas pour le peuple, mais font juste une politique qui plaît à leur maître qui leur laisse exploiter, donc ils laissent exploiter à des grosses firmes qui eux font élire des politiques style Bouygues, style Elf, style Total, tout ça, ceux qui détiennent les télés, les médias, tout ça. Donc les politiques qui sont en place, en général, obéissent à ces grosses firmes ou obéissent à de gros États, hein, comme les États-Unis, hein, qui eux, pour pas leur jeter la pierre, font une pression énorme sur la France. Hein, donc voilà. Et puis éventuellement, aussi, obéissent aussi un peu à Israël. Israël qui, par les pressions qu'elle fait sur sa communauté diasporique, peut des fois influencer les politiques français. Alors, on est obligé de faire la politique israélienne, mais bon, c'est anecdotique parce que ça ne s'occupe que d'Israël. À l'arrière, on n'en a rien à foutre, c'est un petit État. Mais on parle beaucoup de ce petit État parce qu'on est obligé, il faut plaire à ce petit État parce qu'autrement, on ne sait pas forcément réélire, vu qu'il y a beaucoup de gens de religion juive qui sont dans les médias. Hein.
Alors, il n'y a pas que des juifs, il n'y a pas que des juifs qui sont pro-israéliens, bien sûr, mais comme j'ai fait une vidéo sur Israël, comme Israël vit par l'angoisse, survit, c'est-à-dire à ce niveau élevé, de ce niveau élevé économiquement, elle vit essentiellement par les aides qu'elle reçoit des pays du monde, hein, et par l'angoisse qu'elle va générer chez sa communauté diasporique, hein, qui a très peur des musulmans. Donc on entretient une guerre, un conflit avec les musulmans via la pression qu'on met sur, euh, sur la Palestine pour générer une angoisse chez les juifs diasporiques, chez les juifs de la diaspora juive, pour qu'ils fassent pression sur les États, parce qu'il y a beaucoup de journalisme, beaucoup de gens dans la politique. Bien sûr, c'est un peuple qui n'est pas enraciné, puisque c'est un peuple qui était un peuple errant, on va dire, un peuple qui bougeait suite tout le temps aux pogroms, c'est ce que Ron Ralph Shaya disait très très bien, il avait très bien expliqué ça. Donc c'est un peuple angoissé. Donc Israël joue sur l'angoisse de ce peuple pour faire pression sur les États pour avoir de l'aide et de l'argent. Donc voilà. Et notre État français, souvent, il va faire du cirpon, du lèche-cul à Israël, pas parce qu'ils sont pro-juifs, n'y croyez pas du tout, parce qu'ils ils ont surtout envie de se faire réélire. C'est surtout ça, garder le pouvoir et continuer à régner. Hein. Donc, mais c'est pas pour le peuple français. Le peuple français, étant donné que c'est un système de caste, n'a aucun intérêt pour eux. Mais bon, là je suis parti sur un autre sujet. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur l'Europe. C'est à peu près tout. Je vais terminer un peu avec l'Ukraine, à moins que je fasse une autre petite vidéo. Non, je vais terminer avec l'Ukraine, parce que j'entends souvent des gens qui discutent en disant que qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe en Ukraine. Donc je vais quand même expliquer ce qui se passe en Ukraine actuellement et quel est l'avenir pour l'Ukraine. C'est simple, l'avenir pour l'Ukraine, c'est que l'Allemagne, là on a un ami qui revenait d'Ukraine d'ailleurs, et il était allé dans une ville frontière, et là déjà toute une partie de l'Ukraine est rachetée par les entrepreneurs allemands, il faut le savoir, hein, et ça y est, ils avaient racheté des usines de chaussures qu'ils avaient modernisées, et ils faisaient des chaussures en Ukraine qui iront sûrement après en Allemagne ou en Russie, avec peut-être un passage par l'Allemagne avant de repartir par la Suisse, ou en Allemagne, et puis ils recolleront la semelle en Allemagne pour dire que c'est fabriqué en Allemagne, hein, Made in Germany, pour qualité allemande, hein, alors que c'est fabriqué en Ukraine. Donc ils ont modernisé l'usine et ils payent les employés. Moi je croyais qu'on était à 200, 300 euros, 120 euros le mois, hein, 150 dans les petits villages. Donc vous voyez quand même comment ça se passe, et que l'Ukraine est en train actuellement de se faire racheter d'une façon intelligente par l'Allemagne avec l'accord de la Russie, n'oubliez pas, hein, qui est derrière, et l'Allemagne va moderniser progressivement l'Ukraine en rachetant toutes les entreprises ou des parts d'entreprises. Pareil pour l'agriculture, elle va moderniser cette agriculture, parce que là, l'Ukraine est un pays très très riche, c'est une merveille au niveau économique, hein, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Simplement culturellement, l'Ukraine n'est pas comme la Russie, n'a aucune centralisation réelle, plus elle a ce problème de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors c'est un peuple, c'est quasiment le même peuple, hein, puisque ce sont des Slaves tous les deux, les Russes viennent de Moscou quelque part au niveau de leur pouvoir. L'installation des pouvoirs russes venait pas de Moscou, venait d'Ukraine, hein, donc c'est la même mentalité, sauf que la Russie est devenue un État centralisé, donc bien dirigé, bien organisé, hein. On laisse le libéralisme, on laisse le privé, les boîtes privées au peuple russe, et puis tout ce qui est d'État, hein, l'armée, l'éducation, tout ça, c'est l'État qui continue à garder ça, hein, main de fer, hein, mais la Russie est très 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 centralisée, avec un État très très puissant, alors que l'Ukraine n'a aucune centralisation, et ce sont des petits barons de ville, hein, des petits mafieux, comme on pourrait dire, mais qui sont patriotes, hein, qui tiennent l'Ukraine. Alors l'Ukraine ayant un gros problème vis-à-vis des Russes, qu'elle déteste, parce qu'évidemment, ils se sont fait, il y a eu des famines organisées par Staline, hein, et donc plein de morts, et l'Ukraine s'est tournée du côté allemand, donc elle avait culturellement des alliances, hein, avec l'Allemagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'est tournée vers l'Allemagne. D'ailleurs, c'était les Ukrainiens qui étaient utilisés comme capots dans les camps. On prenait la rudesse de ce peuple, hein, pour faire les sales besognes, quand même les Allemands étaient incapables de le faire, hein. Donc on les prenait pour faire
pour faire les capots dans les camps, pour faire plein de saloperies. Et d'ailleurs, il travaillait pour les Allemands avec d'autant plus de courage et d'obéissance que les Allemands s'opposaient aux Russes, qui, eux, les Russes, avaient exterminé des millions d'Ukrainiens. Donc on voit les conflits qu'il y a. Donc les Russes ne peuvent pas gérer directement l'Ukraine parce qu'il y a ce conflit qui reste ancré, qui reste au profond des cœurs des individus, on va dire dans les mémoires collectives. Donc on va passer par le filtre allemand qui va venir, et eux, en tant qu'industriels, vont venir, ils vont refaire les lois, ils vont arranger les lois. On va un peu centraliser l'Ukraine, on va lui arranger son système législatif, son système industriel, on va moderniser tout ça, on va moderniser son agriculture pour un départ dans les terres ukrainiennes, en s'associant avec des agriculteurs locaux, on prendra 40, 50-50 sur les bénéfices, je ne sais pas, voire 70% on laisse aux autres, ou peut-être plus, en général je pense que les Allemands ne doivent pas laisser forcément beaucoup, mais ils ne sont pas voleurs non plus. Donc on modernise tout ça, et puis les Allemands vont moderniser toute l'Ukraine et produire, ils ont déjà fait ça en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Slovaquie, la Slovénie ça appartient en partie à l'Autriche. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont produire, comme je dis tout le temps, de la berline, de la berline moyenne cylindrée ou de la petite voiture pour les middle class russes, et puis ils vont produire, comme je dis tout le temps, des saucisses pour les Russes grâce à l'agriculture ukrainienne, du blé, du pain, des pâtes, et tout le tralala va être produit en Ukraine et par l'industrie allemande, qui payera les mecs. Et moi j'ai dit 400 euros, 300 euros, c'était même moins, c'est 120 dans certaines villes, jusqu'à 200 euros, et on produira à ce moment-là pour les Russes, et comme ça les Ukrainiens travailleront pour les Allemands. Ils vont espérer être avec l'Europe, donc on les fera venir un peu, bosser un peu par-ci, par-là, et puis voilà, et puis ça va se passer comme ça, et puis les Russes, eux, profiteront de toute cette productivité organisée par l'Allemagne. Voilà. Parce que la Russie ne peut pas venir gérer directement ça, vu les conflits historiques. Donc la Russie, elle, a récupéré tout l'Est du pays pour des raisons bien particulières d'approvisionnement de gaz, pour éviter les approvisionnements de gaz, si jamais il y avait un pays proche de la Caspien d'Asie centrale qui risque de retomber dans le giron américain. Donc on va leur bloquer comme ça, on leur bloquera le passage du gaz, des gazoducs et des oléoducs. Comme ça, on occupe tout l'Est avec la Crimée, et comme ça, on fait un blocage, et comme ça, on garde les bonnes terres, on les file aux Allemands, et les Allemands s'occupent de tout. Et c'est déjà prêt. Les Américains ne sont pas tellement contents, parce que ça risque de faire une hyperpuissance européenne, Allemagne, Russie. Ça fait remonter la Russie. La Russie les Allemands et que les Russes essayent que les Américains essayent d'écraser un peu dans ce grand jeu des nations. Voilà, écraser pourquoi? Alors on dit, mais pourquoi il faudrait écraser la Russie? Pour quelle raison idéologique? Pas du tout. C'est parce que l'Amérique essaye de son côté de récupérer son industrialisation, de réindustrialiser son pays, en rapatriant progressivement les entreprises qui étaient en Chine ou ailleurs, mais elle a encore besoin de la Chine, alors que la Chine, la Russie qui est en train de prendre les petites mains de la Chine et de s'allier avec la Chine. Alors on essaye de casser un peu la Russie, de faire tomber le prix de son gaz, en balançant du gaz de schiste, du pétrole de schiste, à bas prix, ou en faisant baisser les cours du pétrole arabe, et des gaz Qatar, tout ce que vous voulez, pour pouvoir effondrer les cours russes, pour en fin de compte faciliter la réindustrialisation américaine, le temps qu'elle garde un peu ses usines en Chine et qu'elle continue à travailler avec la Chine, que la Chine n'arrête pas du jour au lendemain de travailler avec elle. L'Amérique a besoin d'un peu de temps, mais elle va se remettre. N'oubliez pas, du côté ouest, c'est-à-dire l'Amérique, les USA vont récupérer toute l'Amérique du Sud et Cuba, ce qui a déjà été fait, je l'ai expliqué. Ils vont récupérer le Brésil, ils ont le Canada, ils ont tout avec les matières premières, ils sont très riches, ils ont tout leur côté, mais ils ont encore besoin, pour éviter les troubles sociaux chez eux, les Américains, de plomber un peu la Russie, de casser un peu l'essor de l'Ukraine qui allait s'associer avec l'Allemagne pour produire pour la Russie. Donc ils ont besoin de fomenter des espèces de rébellions, de problèmes, de guerres plus ou moins civiles là-bas, le temps de transformer leur pauvre type du tertiaire qui travaille dans les bureaux, parce que les usines étaient balancées dans les
pays sous-développés, on réindustrialise l'Amérique et on rebalance à ce moment-là la production de l'Amérique pour réutiliser les mecs du tertiaire qui ne vont plus être bons à rien, hein, dans la production et dans la production, voilà, dans les usines de production. Vous voyez, c'est là de la réindustrialisation de l'Amérique. Voilà, et la production d'Amérique plutôt. Tu vois. Donc l'Amérique aura les idées, la production, et régnera surtout d'une partie, l'Amérique du Sud. On voit qu'il y a des pôles qui sont en train de naître, hein, actuellement. Donc c'est ça que le pôle européen commence un peu à échapper aux Américains. C'est ma théorie, mais ma théorie va sûrement s'avérer juste. Elle s'échappe. Alors les Allemands font double jeu. On dit qu'ils sont atlantistes de mes couilles. Les Allemands sont toujours avec les Allemands, ce sont des Germains, ils sont avec personne. Et ils ne pensent qu'aux Germains. Ils sont avec les Russes parce que c'est les avantages gaz contre technicité, ingénierie allemande. Hein. Donc ils travaillent. N'oubliez pas que les Allemands, c'est eux qui reconstruisent toute la Russie, hein, actuellement, hein, qui modernisent la Russie, hein, surtout privée, hein, pas les systèmes d'État, pas l'armement, tout ça, ça c'est la Russie qui garde, qui est à très haut niveau, mais elle fait ça, et elle a moins d'intérêt avec les Américains, elle balance des berlines, elle balance de la technologie allemande là-bas aussi, mais elle est en train de se tourner de plus en plus à l'Est, vu en plus que sa production, imaginez l'Ukraine, la taille de l'Ukraine comme la France, hein, qui je ne sais plus combien de millions d'habitants, mais c'est pas loin, 50 millions, je ne me souviens plus, 30 millions, je ne me souviens plus, vous me direz, mais c'est un énorme pays, hein, très riche, et elle est en train de récupérer tout ça, ce qui pose de graves problèmes quand même pour la géopolitique mondiale. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu, je pars un peu partout, mais je fais ces vidéos pour les petits jeunes, et pour que vous compreniez un peu comment fonctionne le monde, et que c'est pas si simple que ça, mais c'est pas si compliqué que ça non plus, et que tout est énergétique. Hein. Comme je dis tout le temps, l'essentiel dans la vie, c'est l'énergie, c'est la calorie. Hein. La prendre, la conserver pour rester en vie et transmettre la vie. C'est toujours comme ça, et tous les États qui ne sont que des organismes, hein, en fin de compte, qui peuvent être considérés comme des organismes, comme un corps, un être humain, une cellule, tous les États, tous ces groupes se battent pour cette calorie, pour rester en vie, la conserver, hein, pour conserver, c'est prendre la calorie, la conserver, rester en vie et transmettre cette vie, donc perdurer un état où il dure, on ne peut pas transmettre comme un humain, se reproduit parce qu'on meurt, un état se transforme et ne meurt jamais, puisque ce sont des entités non, on va dire c'est organique, mais c'est quasiment immortel, alors qu'un être est mortel. Ils sont composés de cellules mortelles. Voilà, ce sont les humains. Bon ben voilà, c'était Fred Delavier, ça part dans tous les sens, mais j'espère quand même que c'est pas dénué de bon sens. Allez, à bientôt. 37 minutes 49, j'en ai fait un peu trop là ce soir.